Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence. Je suis Virginie Mérieux-Drevet, je travaille chez Roche depuis de nombreuses années. D'ailleurs, peut-être que j'ai déjà rencontré certains d'entre vous sur des salons, puisque nous avons l'habitude d'aller à votre rencontre pour vous écouter et ainsi vous proposer des services adaptés à vos attentes. Alors chez Roche, on commercialise des lecteurs de glycémie, des autopiqueurs, des aiguilles pour stylos injectables, mais pas que. Nous développons également des outils digitaux et non digitaux qui ont pour objectif de mieux vous accompagner et vous aider à mieux vivre avec votre diabète. Alors justement, aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour évoquer un sujet au cœur de vos préoccupations, c'est l'alimentation. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Blanc. Christelle était déjà intervenue pour nous sur un sujet autour de l'alimentation et des fêtes de fin d'année. Donc Christelle, bienvenue. Merci d'être à nouveau avec nous ce soir. Bonjour Virginie. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, alors Christelle Blanc, diététicienne depuis une quinzaine d'années, j'exerce en libéral et l'autre moitié de mon temps, je travaille dans une association d'éducation thérapeutique qui s'appelle Proxidiap 38 sur Grenoble. Et le but de l'éducation thérapeutique est d'accompagner les personnes à mieux comprendre leur maladie, à acquérir des connaissances, des compétences pour essayer d'avoir de meilleurs résultats glycémiques et de mieux vivre au quotidien leur pathologie. Bon. Merci d'être là en tout cas. Avant de commencer, juste quelques petites informations. Donc, vous allez avoir l'occasion de poser toutes vos questions en direct. Nous y répondrons en fin de conférence. Pour cela, vous avez un petit onglet en bas à droite de votre écran. Sachez que cette conférence est enregistrée. Vous aurez accès au replay pour regarder à nouveau et on vous enverra également un petit remis avec tout ce qu'on aura partagé ce soir. Alors, le sujet de ce soir, alimentation et petit budget. Donc, on sait que l'alimentation est vraiment un élément crucial dans la prévention du diabète de type 2. Et aujourd'hui, on est dans un contexte d'inflation. On voit bien que tout a augmenté et l'alimentation également a augmenté et ça peut avoir un impact sur le choix des aliments et la façon de s'alimenter. Donc justement, on voulait vous poser une petite question aujourd'hui. Donc de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le prix des aliments est un frein pour vous à l'adoption d'une alimentation équilibrée? Donc vous avez un petit onglet en bas à droite de votre écran qui est sondage et vous allez pouvoir répondre à la question par oui ou par non. On vous laisse quelques minutes pour répondre. Donc ça monte, j'ai pas mal de réponses déjà. Donc pour l'instant, la tendance est plutôt au oui. Alors, on ne va pas laisser le suspense durer plus longtemps. Donc, la majorité d'entre vous dit que oui. Pour près de 60% des personnes ce soir, le prix de l'alimentation est un frein à l'adoption d'une alimentation équilibrée. Cette question, on l'a également posée lors d'une récente enquête diabète et alimentation où nous avons interrogé plus de 300 personnes ayant un diabète de type 2. Et les résultats sont à peu près équivalents à ce qu'on vient de voir sur le sondage. 52% des patients diabétiques de type 2 considèrent que le prix est le premier frein à l'adoption d'une alimentation équilibrée. Et 60% d'entre eux seraient prêts à choisir des produits sains si leur prix était plus compétitif. Christelle, est-ce que c'est des choses que vous remarquez également dans vos rencontres, dans vos échanges avec vos patients ? Tout à fait, c'est ce que j'observe de plus en plus au quotidien, c'est que le budget fait partie intégrante des premiers critères dans le choix des aliments. Après, ces critères vont aussi évoluer tout au long de la vie en fonction du budget, de la santé, des goûts de chacun et du temps aussi qu'on peut consacrer à son alimentation. Et finalement, l'équilibre alimentaire ou les valeurs nutritionnelles arrivent quand même plus loin. Peut-être parce que c'est assez récent, ça fait seulement depuis fin 2016 que c'est obligatoire, les valeurs nutritionnelles. Tout le monde n'est encore pas forcément très à l'aise avec ça. Il y a souvent beaucoup d'informations et des mots que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Mais en tout cas, ça peut être aussi une aide pour le choix des aliments.
De plus, ce que je constate ces derniers temps, que même des personnes étant moins atteints quand même par l'inflation, ont modifié aussi leur mode d'achat et s'orientent de plus en plus vers les magasins hard discount. Et puis aussi essayent d'acheter de moins en moins régulièrement des produits un petit peu plus chers. Donc ils essayent de mieux répartir leur budget. On se rend compte aussi que 2 groupes d'aliments essentiellement sont touchés, les fruits et les légumes, où là l'augmentation est assez importante, sauf que certaines personnes arrivent à ne plus consommer forcément au quotidien des légumes, et on reviendra tout à l'heure quand même sur tout l'intérêt des légumes et des fruits, par surtout l'apport en fibres, surtout dans l'impact sur les glycémies, sur le diabète. Et le deuxième groupe assez impacté, ce sont aussi les protéines animales, surtout la viande et le poisson. La viande, ça va dépendre des morceaux, mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même cher et de plus en plus de personnes en mangent de moins souvent. Mais là aussi, il y a tout un rôle important sur le maintien de la masse musculaire. Très bien. On voit donc la question du prix est vraiment omniprésente, mais ce n'est pas une barrière à l'adoption d'une alimentation équilibrée. Donc je pense que ce soir, vous allez nous partager en tout cas plein d'astuces pour réduire ce budget. En tout cas, c'est ce on va essayer de faire. Alors la première chose, vous allez nous expliquer déjà comment composer une assiette équilibrée, ce qui est vraiment important dans le cadre du diabète de type 2. Donc tout à fait, dans ce webinaire aujourd'hui, donc on va voir déjà qu'est-ce que c'est que manger équilibré, et puis après comment essayer de trouver les petits trucs et astuces pour y parvenir. Déjà, savoir bien composer son assiette. Il n'y a pas besoin d'une grande cuisine. En ce moment, c'est vrai que l'alimentation est un peu à la mode, avec toutes ces émissions télé, des choses très sophistiquées, donc ça peut nous mettre un peu de pression, mais finalement déjà manger équilibré, c'est de l'assemblage. Il faut que tous les groupes d'aliments, comme on va le voir tout à l'heure, soient représentés, puisqu'ils sont complémentaires et nous permettra donc une bonne santé. Manger équilibré va nous permettre donc d'obtenir des bons résultats glycémiques, mais c'est aussi bon pour la santé en général, puisque dans la plupart des pathologies métaboliques, comme on les appelle, cholestérol, hypertension, maladies rénales, ce qui est recommandé en première intention, c'est déjà de manger équilibré. Manger équilibré, c'est manger de tout, en quantité et en fréquence adaptée. Alors après, à voir ce que c'est adapté pour chacun, mais adapté déjà à la personne, c'est-à-dire si c'est un homme, une femme, en fonction de son âge, en fonction de ses goûts, parce que si on n'aime pas certaines choses, il n'y a pas d'obligation non plus à s'imposer. Après, si vraiment on n'aime pas les légumes, c'est quand même conseillé. Donc là, on peut essayer de trouver des petites astuces pour en consommer davantage. Et puis, c'est surtout adapté à l'activité physique. Il n'y a plus vraiment de quantité très déterminée. Aujourd'hui, on essaye surtout de travailler sur ces sensations alimentaires. J'ai faim, je mange. Donc, de se resservir, c'est pas non plus dramatique. Si je me resserre par faim, c'est que mon corps en a besoin. Par contre, si je me resserre par plaisir, par gourmandise, là, c'est plutôt le cerveau, et donc sur la santé, le poids, ça va quand même moins bien ensemble. Manger équilibré, c'est aussi important d'allier le plaisir alimentaire, ce qui nous permettra aussi de maintenir peut-être les modifications d'habitudes alimentaires le plus longtemps sur le long terme. On a évoqué rapidement tout à l'heure de manger par faim, donc c'est important aussi d'écouter ces sensations de faim, ces sensations alimentaires. Donc on parle souvent de faim, de satiété, de gourmandise. Donc là, notre corps nous donne beaucoup d'informations, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a tendance un petit peu à ne pas l'écouter, à oublier tout ça. Et déjà, on oublie souvent ces sensations alimentaires quand on mange vite. Donc un des conseils essentiels, c'est de manger doucement, ce qui va nous permettre une meilleure digestion, d'être moins ballonné, puisque les aliments vont être bien mastiqués, bien broyés en petits plutôt en purée, et donc ça va faciliter aussi le travail des enzymes digestives. Mais il y a aussi tout le rôle de la vitesse du repas. Donc un repas classique, c'est à peu près 20 minutes, puisque si on mange en plus de 20 minutes, à ce moment-là, il n'y a pas le temps à de petites hormones, la leptine et la gréline, de se mettre en place, et on a tendance à manger beaucoup plus que ce que notre corps a besoin. Donc manger doucement, c'est vraiment quelque chose qui est très important, mais je trouve dans le quotidien que c'est vraiment le changement d'habitude le plus difficile à mettre en place, parce que souvent les mauvaises habitudes reviennent au grand galop. Et donc dans l'équilibre alimentaire, il y a aussi toute la place de l'activité physique qui est important. C'est un équilibre, ce que je mange, comment je bouge, et puis aussi il y a le rôle du stress qui a un impact très important sur les glycémies, et donc c'est important de savoir bien maîtriser son stress. On va voir donc un peu plus en détail sur
Prochaine diapositive, finalement un petit peu l'assiette. Donc certaines personnes ont peut-être déjà vu ou entendu parler, donc manger équilibré, c'est tous les groupes d'aliments qui doivent être représentés. Donc sur un repas par exemple, il faut qu'il y ait des légumes, des féculents, et des protéines. Donc si on détaille un petit peu plus chacun de ces groupes d'aliments, au niveau des légumes, ce qui est important, c'est d'en avoir une quantité quand même suffisante. Il faut que ça représente la moitié de l'assiette. Il est important de varier les différents légumes en fonction des saisons, comme on le verra tout à l'heure, et aussi sous toutes ses formes. On peut les prendre en entrée, en soupe, en accompagnement, en purée, en gratin. Donc ça apporte quand même beaucoup de créativité, beaucoup de couleurs dans notre assiette. On va associer ces légumes à un féculent. Donc ça, c'est un message qui est très très important pour le diabète. Puisque si je mange que des légumes, j'ai pas d'énergie et je risque peut-être de partir en hypoglycémie si j'ai un traitement hypoglycémiant. Ou en tout cas, même j'aurai faim. Donc je vais peut-être risquer de grignoter dans l'après-midi. Et si je mange que des féculents, ma portion va être sûrement trop importante. Donc trop de glucides et souvent des glycémies postprandiales après repas plus importantes. Donc un des messages clés dans le diabète, c'est de bien associer les légumes aux féculents. Au niveau des féculents, il y en a quand même de nombreux. Souvent, j'entends, il n'y a que des pâtes du riz. Il y a quand même tout ce qui est les pommes de terre, le quinoa, les légumineuses avec les lentilles, les pois chiches. Donc là aussi, on peut avoir une variété finalement intéressante. Et on peut les consommer aussi en entrée, en accompagnement ou sous différentes formes. Ce qui est important quand même au niveau des féculents, c'est leur cuisson, surtout pour les personnes qui ont du diabète, puisque plus la cuisson va être longue, plus l'amidon va être transformé et va faire monter plus la glycémie. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Au niveau des protéines animales, donc il y a toute sa place aussi dans l'équilibre alimentaire, puisque ça va permettre de maintenir une masse musculaire satisfaisante. Donc quand on a du diabète aussi, plus on a du muscle, entre guillemets, plus ils vont consommer des glucides, donc ça peut aider à l'amélioration des glycémies. Ça évite aussi la dénutrition, puisque avec l'âge, la masse musculaire a tendance à diminuer, même déjà à partir de 30 ans où on est jeune. Mais c'est important de bouger régulièrement et de consommer suffisamment de protéines. Une consommation suffisante de protéines, c'est déjà une fois par jour. Un steak de 100-130 grammes, c'est suffisant. On va voir que c'est quand même un groupe d'aliments qui est assez onéreux, donc on n'est pas obligé d'en mettre 2 fois par jour et on peut aussi faire attention à la quantité. Ce que je m'aperçois aussi de plus en plus, c'est que certaines personnes maintenant préfèrent manger de meilleure qualité mais moins souvent et s'orientent un petit peu plus vers les boucheries ou que d'acheter en grande surface. Et donc là, ça peut être aussi plus intéressant sur le goût de les cuisiner d'une autre manière. En parlant de comment les cuisiner, c'est aussi important puisque si je mets du gras dans mes légumes, dans mes féculents, dans mes protéines, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. Que pour le diabète de type 2, il est important aussi de limiter la quantité de matière grasse puisque plus l'alimentation est grasse, plus ça va favoriser l'insulinorésistance, donc des glycémies plus élevées. Donc là, de cuisiner à l'huile, c'est quand même ce qui est recommandé, mieux qu'au beurre. Et la petite astuce, c'est peut-être de cuisiner le légume, mais pas le féculent, et d'associer les deux. Par exemple, une ratatouille avec du riz, ça évite de mettre du gras à tous les étages, comme je dis souvent. L'autre petite astuce, c'est d'utiliser une cuillère à soupe ou quelque chose pour mesurer ou un spray, puisque quand on prend la bouteille et qu'on a tendance à faire comme ça va vite. Attention aussi avec l'été qui arrive, les salades, des fois, ça peut être des pièges parce qu'on pense que c'est plein de légumes, mais s'il y a une grosse sauce vinaigrette ou plein de choses additionnées, ça peut être vite riche. Ça me permet d'arriver un petit peu au dessert. Donc le dessert, c'est souvent un laitage, donc yaourt, petit suisse, fromage blanc ou du fromage. Au niveau du fromage, il est quand même important de limiter la quantité puisque c'est riche en matière grasse. L'idéal, c'est 30 grammes. Pour beaucoup de personnes, c'est très peu, surtout en France, on a de la chance d'avoir de très bons fromages. Donc le but, c'est toujours d'y aller pas à pas, que ça soit pas trop difficile parce que plus c'est difficile, moins c'est durable. Donc si une personne en consomme midi et soir, déjà une fois par jour, c'est super. Et puis si on est à 100 grammes par jour, de passer à 50, on ne sera pas dans les 30, mais ça sera toujours mieux. Donc chaque petit changement aura quand même des effets positifs sur la santé de la personne. Pour
terminer notre repas, il est important de consommer un fruit, donc pour l'apport en fibres. J'ai peut-être pas assez détaillé les fibres. Les fibres, c'est très important dans le cadre du diabète de type 2, puisque ça va ralentir la digestion, donc éviter à la glycémie de trop monter. Ça va jouer sur l'index glycémique. Et puis les fibres, il y a aussi tout un rôle sur le transit et la satiété, donc qui va nous permettre aussi de réduire nos quantités. Les fruits, si possible, on le reverra un peu plus en détail, de saison. Faites attention à la taille des fruits. Là aussi, ça peut être une astuce pour essayer de faire plus attention à son budget, puisque vous avez des pommes de 150 grammes et des pommes de 300 grammes. Donc des fois, on arrive avec 4 pommes, on est tout de suite au kilo. Que si ce sont des plus petites pommes, ça peut nous faire plusieurs repas. Donc attention à la portion des fruits. Et puis aussi la forme... La texture, par exemple, les compotes, il y a un index glycémique plus important puisque c'est lisse, donc il n'y a pas de fibres, donc la glycémie va plus monter. C'est pas interdit, mais c'est toujours de l'assemblage. Si j'ai une compote en dessert, il faudra que j'ai un légume plutôt entier. Ce qui est aussi important, donc, c'est d'utiliser des épices, des herbes, des aromates qui vont nous apporter du goût, de la couleur, qui peuvent nous aider à réduire la quantité de sel, parce que limiter aussi sa consommation de sel, ça peut être important, puisque quand on a du diabète, on peut aussi avoir d'autres problèmes de santé, comme de l'hypertension. Donc, ce qui est essentiel, c'est vraiment de prendre sa santé en globalité. Il ne faut pas que je fasse attention à mon diabète, mais que je néglige mon cholestérol ou mon hypertension. Les épices vont aussi nous aider à réduire un petit peu la quantité de matière grasse. Et tout ça, comme on l'a vu, manger équilibré, c'est aussi du plaisir. Donc on le voit sur la petite diaporama, un peu de plaisir, sucré ou salé en fonction de vos goûts. Mais par exemple, ce que j'aime bien recommander, si on apprécie, c'est avec le café le midi ou un autre moment de la journée, de s'accorder un petit carré de chocolat. Le corps, il aime la régularité, un petit peu de temps en temps, comme ça il est content. Que si des fois on le prive, on le frustre, et ben finalement, on va en avoir plus envie. Et au lieu que ça soit le carré de chocolat, c'est la tablette qui va y passer. Donc c'est vraiment du bon sens. Des fois, il y a des jours, c'est plus facile que d'autres de faire des efforts, des changements. Et puis si un jour c'est trop difficile, eh ben c'est pas grave, on se dévalorise pas, on se dit que demain ça ira mieux et ça sera plus durable sur le long terme. Là, on a vu l'équilibre alimentaire sur la journée, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi équilibrer son alimentation sur la semaine, sur le mois et sur l'année. Donc maintenant, si on arrive un petit peu plus en détail dans les astuces, les trucs et astuces, donc déjà on entend souvent, mais c'est vrai que c'est un message qui est très important, de favoriser l'alimentation, la cuisine maison, d'essayer d'utiliser le moins possible de produits industriels, donc déjà par rapport à la qualité. C'est vrai que plus le produit est transformé, plus il va avoir des additifs, des perturbateurs endocriniens qu'on évoque quand même beaucoup ces derniers temps au niveau des maladies chroniques et surtout dans le cadre du diabète. Le goût aussi est parfois moins bon, après ça dépend de chacun. Et le coût surtout est plus important que des fois le maison, on peut revenir un petit peu plus à des budgets plus adaptés. Et j'ai en tête par exemple des produits panés, des cordons bleus ou autres qui sont souvent très chers. La qualité aussi des produits n'est pas forcément idéale sur le choix du poulet, tout ça, que si on le fait maison. Ça peut être moins riche, on peut mettre un peu moins de fromage, on peut choisir du poulet de meilleure qualité, on peut mettre pas trop d'huile pour le faire revenir à la poêle. Donc on arrivera aussi à mieux maîtriser les différents éléments. D'autres astuces qui peuvent être intéressantes, c'est de cuisiner à l'avance. Donc là-dessus, on me dit oui, mais ça prend du temps. Ça peut prendre du temps sur un temps, c'est-à-dire que le week-end par exemple, il faut peut-être se bloquer 1 heure, 2 heures, mais finalement sur la semaine, c'est un gain de temps, puisque quand on rentre de notre journée en étant fatigué de nos activités professionnelles, de loisirs ou autres, on n'a pas toujours envie de cuisiner, on n'a pas toujours des idées, qu'est-ce qu'on mange ce soir, que là ça peut être aussi sur la charge mentale, c'est prêt, c'est ça qui est décidé, donc ça peut être un gain de temps. Et aussi sur l'équilibre alimentaire, ça peut être intéressant puisque ça nous permet de mieux répartir les aliments sur la journée. La cuisine à l'avance, on parle aussi beaucoup de batch cooking ces derniers temps. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Oui, c'est une notion qu'on entend pas mal. C'est assez à la mode en ce moment. Il y a pas mal de livres de recettes d'ailleurs sur ce thème-là. Et c'est vrai qu'on passe un petit peu de temps le week-end, mais au moins on établit les menus à l'avance. On n'a plus à se poser la question la semaine qu'est-ce qu'on mange. Et on peut peut-être même avoir plus de temps pour cuisiner
plus équilibré. Et c'est aussi au niveau du coût, en fait, on va établir la liste de ce dont on a besoin et on ne va pas acheter plus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages au batch cooking. Donc soit on peut faire le vrai batch cooking comme vous avez évoqué avec les différents livres qui existent ou sur Internet, ou après on peut faire des petites choses aussi pratico-pratiques. Le dimanche, je fais un plat où j'ai juste à réchauffer pour le début de semaine, ou une quiche, où je fais cuire plus de pâtes. Et ces pâtes, je vais les proposer de différentes manières, une fois en salade, une fois avec un accompagnement. Et là aussi, la petite astuce, c'est peut-être d'utiliser un peu plus de produits, de contenants en verre. Attention au plastique, où des fois c'est pas toujours très bon pour la santé, mais de récupérer, on n'est pas obligé d'acheter aussi des pots de confiture, d'autres choses qui se ferment. Ça peut être très suffisant. Donc là, on a commencé à voir un petit peu déjà des astuces parce que pour bien manger, ça commence déjà au moment où on fait ses courses. Donc les petites astuces, comme vous avez dit Virginie, c'était de faire peut-être les menus à l'avance. Là, il y a quand même beaucoup d'avantages de faire ces menus à l'avance, comme on a vu le gain de temps. Voilà, sur le moment, on a juste à ressortir, c'est pratique. Ça nous permettra aussi de bien équilibrer nos repas sur la semaine et de gérer aussi le budget. Parce qu'on peut essayer de mettre des aliments plus chers et des aliments moins chers pour que ça se complète un petit peu. L'alimentation, j'évoque souvent de l'assemblage, un Tetris pour faire des lignes. Finalement, le budget, ça peut être un petit peu la même chose. Si je mets des aliments chers, je vais essayer de compenser sur ma semaine des produits aussi un petit peu moins onéreux. L'idéal, si on décide de faire ces menus à l'avance, c'est peut-être d'avoir un roulement sur 3 semaines. Et de respecter les saisons, puisque si on n'a qu'une semaine de menu plus ou moins établi et qu'on mange toujours la même chose, il y a un petit peu de lassitude et ça, c'est pas très durable. Que sur 3 semaines, on peut un petit peu se varier et c'est pas lundi les pommes de terre, mardi les pâtes et autre chose. Ce qui peut être intéressant aussi dans l'élaboration des menus à l'avance, c'est d'inclure toute la famille. Parce que souvent, la personne qui cuisine, elle impose un petit peu ses menus, sa façon de manger, mais tout le monde n'est jamais très d'accord. Et donc, on peut se dire, tiens, telle personne va faire le menu le lundi, une autre le mardi. Et comme ça permet aussi de bien varier les goûts et que tout le monde est content sur ces menus de la semaine. Quand on a établi nos menus, ce qui peut être bien, c'est que finalement, la liste des courses va en découler. Donc là aussi, ça peut nous permettre de maîtriser le budget, de bien noter peut-être aussi les quantités à côté, parce que si j'arrive au magasin, je ne sais pas trop quelle quantité je vais avoir, je vais plus réfléchir. C'est pas toujours des moments très agréables dans les supermarchés, il y a du bruit ou ailleurs. Donc là, comme ça, on va direct à la quantité, ça peut être un gain de temps et une meilleure maîtrise du budget. La liste des courses aussi, ce qui est important, c'est de faire attention à ce qu'on a déjà dans les placards. Parce que des fois, on a tendance à acheter, on ne sait plus s'il nous reste telle ou telle chose. Je pense que ça arrivait à tout le monde. D'avoir un stock de lentilles corail, de riz ou d'autres choses. Donc les lentilles corail, c'est pas trop grave parce que finalement, la conservation est longue. Mais si c'est des produits avec des DLC, des dates limites de consommation plus courtes, il faudrait pas aussi les jeter. Ça devient du gaspillage. Donc c'est pas bien et finalement on jette quand même des choses qui coûtent quand même plutôt cher. Là aussi la petite astuce, c'est peut-être quand vous rentrez chez vous après avoir fait les courses, c'est de bien faire des rotations parce que souvent on arrive, les produits frais, on les met comme ça dans le frigo et on pense pas à mettre les laitages qu'on vient d'acheter plus au fond et de faire avancer les anciens et on retrouve toujours un petit yaourt au fond un peu périmé. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Donc, la liste des courses est important, mais aussi ce qui est important, c'est que quand on arrive pour faire ses courses, de ne pas avoir faim. Parce que si on a faim, là, on va acheter tout le magasin. Donc, éviter d'y aller à 11h30 ou midi. Peut-être après un repas, c'est déjà aussi mieux pour la gestion du budget. Les autres points qui peuvent être intéressants, c'est de faire attention aux promotions. Des fois, c'est tentant, c'est vendeur, c'est en tête de gondole, ça évite d'aller de partout dans les rayons. Mais quand on regarde un peu plus en détail, des fois, ces promotions, c'est pas vraiment des promotions. Vous avez des lots, vous vous dites, tiens, ça sera moins cher. Mais quand on regarde bien en détail, moi, ça m'est arrivé de voir, par exemple, sur des boîtes de thon ou d'autres aliments, que le lot de 2 boîtes de thon était plus cher que l'achat à l'unité. Donc, regardez bien un petit peu le prix au kilo et l'achat à l'unité où des fois on a des surprises. D'acheter en grosse quantité, parfois ça peut être quand même intéressant, mais là après il faut le congeler. On le verra après dans d'autres astuces pour différents groupes d'aliments. Donc attention aux promotions, comparez vraiment le prix au kilo et de plus en plus
pas les industriels, mais dans les magasins, vous pouvez avoir des dates limites de consommation courtes qui sont vendues le jour même ou la veille, avec des prix réduits, souvent de 30 à 50%. Donc ça peut être intéressant. Déjà, ça peut nous permettre d'acheter des produits qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'acheter. Et puis, on peut se dire, bah tiens, si je le mange tout de suite, c'est quand même des économies dans le budget de la semaine. D'autres astuces pour les courses, c'est pourquoi pas d'utiliser le drive. Donc là, ça peut être aussi un gain de temps, un gain au niveau du budget, puisque au fur et à mesure que vous mettez dans votre panier, on voit souvent le budget qu'on a dépensé. Donc soit on peut se dire bah stop parce que le budget que j'ai accordé à ma semaine ou pour le mois, je l'ai dépassé, donc j'arrête ou j'enlève certains produits et j'en mets d'autres. Ça nous permet bien de gérer ça. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on est tranquillement chez soi, sur son canapé, dans un moment plus agréable. On peut de plus en plus, pourquoi pas, regarder aussi la valeur nutritionnelle, parce que certains Drive, vous pouvez cliquer sur le produit et ça vous permet de faire un bon choix. Donc là, la petite astuce, mais on pourra y revenir plus tard, c'est vraiment de regarder la portion consommée. C'est bien de comparer pour 100 grammes, mais vraiment après la quantité consommée. Si c'est un yaourt, c'est 125 grammes, donc il faudra bien penser à multiplier. Et de plus en plus, ils nous mettent par portion, donc c'est plus facile. Les autres petites choses, c'est des applications anti-gaspi. Donc là, ça fleurit un petit peu de partout, donc ça peut être intéressant. Et surtout, ça peut nous donner des bonnes idées. Bah tiens, je note ce que j'ai dans mon frigo et là, ça va me donner des menus, des repas. Ça peut être bien parce que ça nous donne des nouvelles recettes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire. Ou de plus en plus de familles, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, le dimanche, on n'a pas bien envie de cuisiner, tout le monde est fatigué. On sort tout ce qui reste du frigo et chacun compose son repas, son assiette en fonction de ses goûts du moment. Ou des fois, on peut faire des plats qu'on n'aurait pas eu l'idée et que finalement, ils sont excellents et qui sont intégrés dans le quotidien, peut-être pas le quotidien, mais dans la semaine des personnes. Donc le Drive, ça peut être une bonne ressource. Et les applications aussi anti-gaspi. Oui, anti-gaspi, il y a aussi également des magasins qui mettent en vente en fait les invendus de la journée, comme des boulangeries. Il leur reste des croissants, des pains, et ils les mettent sur ces applis justement anti-gaspi à un coût vraiment inférieur au prix initial. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Également, et donc là, on verra sur ce groupe, mais ce qui peut être intéressant par rapport à ce budget, c'est que souvent certains pains un peu spéciaux qui sont quand même recommandés dans le cadre du diabète sont plus coûteux. Comme le pain de seigle, aux céréales, des choses comme ça. Donc si on a un budget un peu limité, au lieu de partir sur la baguette, qui est quand même souvent moins chère, mais pas très adaptée, en tout cas pour l'alimentation équilibrée, et ben ça peut nous permettre de rentrer dans notre budget tout à fait. Donc regardez bien ces petites applications qui peuvent être tentantes. Une autre chose, c'est de penser aux fins de marché. Si on va faire ses courses au marché le week-end, ça peut être un moment agréable de partage aussi. Là, si on arrive vers 11h30, midi, souvent les personnes ne veulent pas forcément ramener toute la marchandise qui reste. Donc ils vont à ce moment-là brader un petit peu ou donner une cagette ou autre chose. Donc là, ça peut être aussi intéressant au niveau du budget, sachant que le groupe des fruits et des légumes est souvent un peu coûteux. Et puis, de plus en plus de primeurs ou d'autres, j'ai ça en tête, voilà, sur les légumes. Mais parfois, ils proposent des cagettes avec des légumes un peu, alors pas abîmés ce qu'ils vous vendent, mais par exemple, s'ils ont un potimarron et que d'un côté c'est un peu abîmé, ils vont vous couper la partie abîmée et vous vendre la moitié du potimarron. Si dans la botte de radis, certains radis sont abîmés, ils vont enlever ceux qui sont abîmés, ils vont vous vendre un peu moins. Et donc, ils peuvent vous faire une petite cagette avec des fruits et des légumes qu'il faut quand même consommer assez rapidement, mais ça peut être intéressant pour consommer ce groupe d'aliments et puis de le cuisiner ou de le congeler ou de le cuisiner pour la semaine. Voilà, parce qu'après ça peut se conserver 2-3 jours, il y a pas de souci. Dans tout ce que vous avez évoqué, faire ses menus à l'avance, la liste des courses, le drive, nous on a une application qui s'appelle Fil, qui a été développée pour les personnes qui font attention à l'alimentation dans le cadre du diabète de type 2. Et sur cette application, on retrouve justement toutes ces fonctionnalités. Donc on a également plus de 1000 recettes qui sont proposées. Et une catégorie qui peut être très intéressante, c'est la catégorie petit prix, où on va retrouver pas mal de recettes à moins de 5 €.
L'application va permettre donc de créer ces menus, d'établir la liste de courses et également à partir d'une recette, on va même pouvoir se connecter au drive d'Intermarché et pouvoir composer son panier afin d'établir ces menus de la semaine. Ça permet justement de voir vraiment où on en est au niveau de son budget courses. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à la télécharger. Elle est disponible gratuitement sur les stores. D'accord. Christelle, on a vu, donc maintenant on a fait ses courses. Si on en arrivait plus précisément au choix des aliments pour chaque groupe d'aliments, est-ce que là vous avez encore d'autres astuces à nous partager? Oui, alors les dernières peut-être astuces qu'on peut partager, c'est peut-être déjà sur le groupe des fruits et légumes, qui est donc, on a vu, un groupe assez onéreux. Tout d'abord, de respecter les saisons. Donc ça, c'est quand même très important pour le budget et la planète, puisque de consommer, alors en ce moment c'est la période des fraises, mais si on veut des fraises en plein mois de décembre, là le coût n'est pas le même. Et comme c'est pas la bonne saison, finalement la façon de cultiver les fraises seront aussi moins adaptées, plus sous serre ou avec des ajouts de pesticides ou d'autres choses. De respecter les saisons, ça permet aussi de bien respecter notre corps. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la nature est bien faite. Finalement, au niveau des agrumes, vous avez c'est plus riche en vitamine C et ils sont plutôt la période hivernale. Et l'hiver, ce qu'on a besoin, c'est de vitamine C pour combattre les virus. L'été, on aime bien avoir bonne mine, donc des fois un peu plus de bêta-carotène. Et là, on va le retrouver plutôt dans les fruits, avec comme les oranges, comme l'abricot, la pêche, le melon. Donc de respecter les saisons, c'est bon pour le porte-monnaie, pour la nature et aussi pour son corps. D'autres petites astuces, ça peut être les circuits courts qui se développent quand même beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire les petits producteurs locaux. Donc là, ça peut être intéressant déjà parce que ça fait fonctionner le commerce local, tant qu'à faire. Et puis, deuxièmement, au niveau du budget, les coûts sont pas forcément plus élevés. Finalement, si on regarde un petit peu au kilo ou tout ça, on s'y retrouve. Mais la qualité ou le goût peut être quand même bien différente. Dans le même principe, on peut aussi penser aux légumes et fruits moches. Comme on dit, c'est pas très sympa. Mais certains sont moins vendeurs. Donc des fois, ils peuvent être vendus à des prix plus faibles. Mais attention aux apparences. Des fois, un fruit pas joli, une pomme avec des petites verrues, mais des petites taches, des choses comme ça, peut être moins intéressante qu'une belle pomme rouge toute lisse. Mais si on enlève la peau et qu'on la mange, des fois c'est l'inverse qui se produit. La pomme moche devient la pomme meilleure au niveau du goût. Donc attention aux apparences, on enlève la peau. Et comme ça, tout est bon. Que dire de plus peut-être aussi au niveau des fruits et des légumes? On peut penser au surgelé. Donc là aussi, ça peut être très intéressant déjà au niveau nutritionnel, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le surgelé est peut-être même pour moi le mode de vente le plus intéressant au niveau de la santé, dans le sens que c'est récolté sur l'exploitation, descendu en basse température, donc vous conservez toutes les vitamines et les minéraux, que si on part sur des produits frais, déjà quand ils ont été récoltés, ils perdent quasiment 50% de leurs vitamines et de leurs minéraux, plus le temps de transport, le temps sur les étalages, le temps dans le frigo, qui des fois peuvent être plus ou moins importants. Finalement, au niveau de la qualité, on a perdu quand même beaucoup de choses. Au niveau du budget, ça peut être aussi intéressant parce que si on prend l'exemple du chou-fleur, quand on achète un chou-fleur, on le paye à la pièce, mais souvent on en perd la moitié quand on a enlevé le cœur, les feuilles, tout ça, mais c'est pas de l'argent qui est jeté, mais on a quand même payé indirectement. Que quand on achète en surgelé, ça va nous permettre vraiment de manger ce que l'on a acheté, ce que l'on paye. Et de plus, le surgelé va nous permettre de mieux gérer les quantités en fonction de la personne ou de la famille, puisque si on est 2 personnes et qu'on achète un gros chou-fleur, finalement, on va en manger quand même plusieurs toute la semaine. Et au bout d'un moment, on en a un petit peu marre. Donc, ça peut permettre de plus varier aussi les goûts. Au niveau des autres astuces, je pense que donc sur tout ce qui est fruits et légumes, on a pu donner le maximum d'informations. L'autre groupe important où on peut avoir des petites astuces, c'est sur les protéines animales, viande, poisson, œufs. Là, c'est vrai que c'est cher. On a vu tout à l'heure, certaines personnes préfèrent manger moins, mais de meilleure qualité. On revoit aussi les quantités. Souvent, on a tendance à en mettre midi et soir par habitude, mais une fois par jour, c'est suffisant. Attention à la taille aussi quand on achète. Des fois, certaines personnes
personnes ont tendance à nous mettre des steaks un peu plus gros. On peut aller et dire, moi je veux un steak de tant de grammes. Voilà, donc là ça peut aussi aider à mieux gérer le budget. Et au niveau des poissons, qui est aussi souvent onéreux, on peut penser aux surgelés, comme la viande, soit alors ça c'est plutôt pour la viande, des colis, comme on dit un petit peu, souvent les bouchers, ils vendent des colis où c'est moins cher par caisse, et ça nous permet aussi après de congeler, de proposer des plats différents. Et sur le poisson, n'hésitez pas aussi à partir sur des petits poissons gras, type maquereau, sardines, qui sont de très bonne qualité nutritionnelle. Souvent, c'est les petites boîtes qui sont dans le placard pour dépanner, mais finalement, ces petites boîtes, elles sont riches en oméga 3, et donc très bonnes pour la santé, très bonnes pour le cœur. Donc les choses les plus simples sont souvent les plus intéressantes. Au niveau des protéines, il ne faut pas oublier le groupe des œufs, qui sont quand même une bonne source de protéines de bonne qualité, pas trop coûteuses. On peut les faire sous différentes formes, dans une quiche, en omelette, en œuf dur, œuf mollet ou autre. Et donc ça reste un coût quand même assez correct dans l'ensemble. Attention au cholestérol, mais on revient un petit peu dessus. On peut quand même manger des œufs. On va peut-être pas manger 12 œufs, mais en moyenne c'est 6 œufs par semaine, tout compris, dans les préparations et en dessert. Le dernier groupe, un petit peu d'aliments où on peut donner des astuces, c'est les céréales et le pain. Donc on a abordé un petit peu avec ces applications pour éviter le gaspillage qui peuvent être intéressantes. N'oubliez pas les légumineuses. Souvent dans nos assiettes ces derniers temps, on a tendance à les oublier. Pourtant le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, les recommande plutôt 2 fois par semaine. De très bonne qualité nutritionnelle, puisque riche en fibres, donc ça évitera la glycémie de trop monter. Riche en glucides complexes en amidon, donc qui est aussi important pour le diabète. Et des protéines, et riche en protéines. Mais seulement des légumineuses ne peuvent pas remplacer de la viande, puisque la viande, ça contient des acides aminés différents qui sont complémentaires. Et dans les protéines végétales, il y en a qui sont manquants. Donc là, la petite astuce, c'est d'associer une céréale à une légumineuse. Par exemple, la semoule et les pois chiches, le riz et les haricots rouges, riz lentilles. Et comme ça, c'est de bonne qualité nutritionnelle. On entend souvent dans le diabète qu'il est important de favoriser les produits complets. Donc ça peut être intéressant, mais si on regarde bien en détail, déjà l'index glycémique, il n'y a pas une grosse différence entre du riz complet et du riz basmati, donc aucune obligation. Deuxièmement, le coût est plus important, le temps de cuisson est plus long, toute la famille ne l'apprécie pas. Déjà, le bon conseil, c'est de faire attention au temps de cuisson, donc si c'est des pâtes plutôt al dente, comme on a vu tout à l'heure, sinon ça va trop transformer l'amidon, et de bien l'associer à un légume, et comme ça, l'index glycémique du repas sera bon. Donc, ce qui est important, c'est de manger équilibré, mais de prendre aussi quand même en compte son budget et pas de s'obliger à acheter des produits qui sont parfois pas toujours si bons que ça. Ouais, ce qu'il faut dire, alors peut-être en petite conclusion, on reverra après, mais c'est que les personnes diabétiques, moi ce que je dis souvent, c'est un marché porteur, parce que comme l'alimentation fait partie intégrante de leur traitement, ils ont envie de tout faire pour bien prendre en charge leur santé, et les industriels l'ont compris, et des fois les publicités ou autres poussent à acheter certains produits qui ne devraient même pas forcément exister. Donc attention de ne pas tomber dans les pièges. Merci Christelle pour toutes ces astuces, toutes ces informations. On va regarder maintenant si vous avez des questions. Peut-être que vous avez vous aussi d'autres questions et même des astuces à nous proposer. Donc je vais regarder tout de suite. Donc j'ai déjà pas mal de questions. Alors, une question de Maria Louisa. Est-ce que mes pulsions de sucre sont dues à mon diabète et comment les contrôler? On sort un petit peu de la thématique petit budget, mais... C'est un petit peu difficile de répondre comme ça parce que c'est vraiment pour moi à prendre en compte avec la personne. Par contre, peut-être un message à faire passer, c'est que souvent, lors du diagnostic du diabète, ce que moi je me rends compte un petit peu, c'est que les médecins ou d'autres personnes, peu importe, on dit « vous avez du diabète, plus de sucre ». Donc on arrête le sucre. Alors soit certaines personnes vont vers les graisses, mais finalement c'est pas une meilleure solution parce que ça crée de l'insulinorésistance. Mais de supprimer des aliments, ça peut créer plus de pulsions ou de tentations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on revient dans le régime pour les personnes diabétiques. Il n'y a plus d'interdits.
Pendant longtemps, on disait qu'on ne pouvait pas manger de la banane, pas de gâteau, tout ça. Mais finalement, ça nous donnait des envies et c'était pas toujours plus aidant. Que là, on part du principe que tout est possible, mais on essaie de faire plus attention à la quantité, à la fréquence. Donc déjà, peut-être de retravailler là-dessus, sur les représentations de chacun, de son alimentation, de ce qui est possible, pas possible. Mais voilà, là, je pourrais pas vous répondre plus sur le travail des comportements alimentaires. Une question de Clément. Comment gérer mon diabète si je dois zapper un repas dans la journée, sauter le déjeuner par exemple, si on prend le petit déjeuner en fin de matinée? Alors, sauter... c'est vraiment... Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une question très intéressante parce que pendant longtemps, on a dit que pour la personne diabétique, il fallait manger à des heures régulières, faire 3 repas par jour. Donc pourquoi pas, ça c'est dans l'idéal, mais par contre, en fonction maintenant de son travail, de ses week-ends ou autre chose, il peut arriver de se lever plus tard et de prendre un petit déjeuner plus tardif. Et c'est sûr qu'à midi, 1h, on n'a pas forcément faim. Si je mange et que je n'ai pas faim, je vais stocker, ça va pas être mieux sur mon poids et mon diabète. Donc on peut éventuellement sauter ce repas, mais là, il faut quand même bien prendre en compte le traitement. Ne pas avoir un traitement hypoglycémiant, certains comprimés ou de l'insuline, parce que là, sinon, on court quand même au risque de faire un peu une hypoglycémie. Donc ça, c'est aussi plus à travailler en individuel avec votre médecin, avec votre diététicienne ou les personnes qui vous accompagnent. C'est possible, mais toujours de bien le préparer et de bien structurer ses repas. Très bien. Une question de Marie-Odile. On parle d'index glycémique. Y a-t-il une vraie importance? Bonne question. Alors, je suis pas forcément pour l'index glycémique. C'est-à-dire que déjà, pour moi, l'index glycémique, il est aussi personne dépendante. C'est-à-dire que 2 personnes qui vont manger le même repas vont pas avoir la même variation de glycémie, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont aussi rentrer en compte. L'index glycémique peut être très intéressant pour des personnes qui ont de l'insuline rapide, où là, on va vraiment regarder aussi les glycémies après repas post-prandial. Mais on peut travailler sur l'index glycémique avec des petites choses sans regarder réellement le chiffre, c'est-à-dire de privilégier des fruits ou des légumes entiers que mixés ou en compote. Parce que s'il y a une texture lisse, il y aura moins de fibres et ça va plus faire monter la glycémie. La cuisson est importante. L'association d'un féculent et d'un légume, finalement, ça nous permet de réduire l'index glycémique du repas. Donc pour moi, il faut plutôt regarder l'index glycémique du repas, mais pas forcément aliment par aliment. Et puis souvent, c'est assez restrictif parce que certaines personnes arrivent même en consultation avec leur liste et oublient certains aliments et c'est pas forcément le but. Le but, c'est de manger de tout. Et puis, il y a des petits pièges. Par exemple, les frites ont un meilleur index glycémique que de la pomme de terre à l'eau. Donc là, ça va pas dans mon sens parce que le gras aide au niveau de l'index glycémique. Donc, à faire attention, mais plutôt dans les grandes lignes, mais pas aliment par aliment. Très bien. Une question d'Anne-Marie, justement. Est-ce que vous pouvez approfondir le mode de cuisson, notamment pour les pâtes complètes? Bonne question. Alors, je ne suis pas la reine des pâtes complètes. Après, ce qui est important, c'est de respecter plus ou moins le temps de cuisson sur l'emballage. Donc, les pâtes complètes, la cuisson est plus longue que des pâtes classiques. Après, ça va dépendre aussi le type de pâte et tout ça. Donc, voilà, le but, c'est que ça soit pas de la bouillie, de la purée, mais qu'elle soit quand même encore un peu fondante et surtout à votre goût. Ça, c'est important. On a beaucoup de questions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser les bienfaits des légumineuses pour un diabétique de type 2? La fréquence hebdomadaire, sont-ils féculents ou légumes? Tout à fait. Alors, très intéressant. Donc, les féculents, les légumineuses, les légumes secs font partie du groupe des céréales, puisque ça contient des glucides complexes, donc de l'amidon, de l'énergie. Donc, il en faut, mais pas trop, parce que si les quantités sont trop importantes, il va aussi avoir un impact plus important sur la glycémie. Mais l'intérêt des légumineuses, c'est leur apport en fibres, qui permettent donc de réduire l'index glycémique de l'aliment, mais surtout une satiété plus importante et une augmentation de la glycémie après le repas moins importante à ce moment-là. Et puis ce sont aussi des protéines, un peu de protéines végétales qui peuvent compléter les apports, mais qui ne remplacent pas. Très bien.
Et ça coûte pas cher. Et on peut les faire de différentes techniques, en entrée, en accompagnement, de plus en plus en dessert, des mousses au chocolat avec le jus de pois chiches, des gâteaux avec des haricots rouges, gâteaux au chocolat qui va permettre d'éviter la farine. Donc ça peut donner des petits goûts différents. Et pour revenir sur la recommandation, c'est normalement 2 fois par semaine minimum. D'accord. Où c'est recommandé, tout en faisant attention quand même que ce groupe d'aliments, comme c'est plus riche en protéines, ça peut entraîner des troubles un peu digestifs. Donc si on a une fragilité au niveau intestinal, attention, ces personnes-là devront quand même les limiter. Une question de Pascal. Pour les féculents, quel est le grammage d'une portion? Faut-il prioriser les féculents complets intégrales? Alors, pour moi, non. Pas d'obligation de privilégier les féculents complets ou intégrales, mais en tout cas de bien associer le féculent avec un légume pour avoir l'intérêt des fibres comprises dans les légumes. Et les quantités, c'est un petit peu difficile pour moi de vous donner des quantités fixes parce que ça va dépendre de plein de choses, de votre activité physique, de chacun. Le but, c'est d'y aller peut-être pas à pas, de réduire progressivement. Et puis, si vous avez un lecteur de glycémie. Moi, ce que je conseille quand même, ou un lecteur de mesure de glycémie en continu, c'est de prendre votre glycémie avant, de prendre votre repas, de le faire 2 heures après et de voir si vous êtes dans les objectifs. L'objectif, c'est déjà d'être en dessous de 1,80 g 2 heures après le repas. Si on est dans l'objectif, c'est que la quantité ou le repas ou la quantité de glucides était satisfaisante. Si je suis un petit peu au-dessus, c'est qu'il faut que je modifie des choses dans mon alimentation. Donc on y va pas à pas. Une question de Mireille. Est-ce que les produits végétaux sont autorisés? Elle n'aime pas la viande, donc elle peut remplacer par des produits végétaux. Alors, rien n'est interdit. Je l'ai peut-être pas assez mis en avant dans le diabète. Rien n'est interdit. Et puis, comme on l'a quand même un peu évoqué, c'est important de faire en fonction de ses goûts. Donc, si vous aimez pas les protéines animales, bien entendu, il faut s'orienter vers des produits végétaux. Donc là, j'imagine que c'est plutôt des steaks végétales ou des choses comme ça. Du tofu. Alors, tofu, ça reste naturel. Attention aux steaks végétaux. Ou quand on regarde la composition, c'est pas toujours très naturel, avec des additifs ou du gras ou voilà. Donc là, un message aussi qui est intéressant, que j'ai peut-être pas assez dit sur la qualité, c'est de regarder la liste des ingrédients. La liste des ingrédients sont classés par ordre décroissant. L'ingrédient, le premier, est celui qui est en plus grosse quantité. Et moins il y a d'ingrédients, entre guillemets, plus l'aliment est de bonne qualité. Mais en tout cas, rien n'est interdit. Par contre, si la personne ne veut pas s'orienter vers des produits d'origine animale, là, ça peut être intéressant de se faire accompagner pour bien couvrir tous les besoins, surtout en protéines. Mais tout est possible. Alors, il y a encore beaucoup de questions. On va peut-être pas pouvoir répondre à tout. On va en prendre une petite dernière. Philippe nous parle de la banane, des préconisations concernant la banane, fréquence trop sucrée. On est un petit peu... Alors, la banane, c'est un fruit qui est intéressant. Donc, comme on a dit tout à l'heure, longtemps interdit, entre guillemets, mais c'est pas du tout une bonne chose d'interdire forcément la banane si on apprécie ce fruit. Là, le petit conseil, c'est déjà quand vous faites vos courses, faites attention à la taille des bananes. Il y a des bananes plus grosses que d'autres. C'est sûr que proportionnellement, une banane de 200 grammes, vous aurez plus de glucides, donc un impact plus important sur votre glycémie. La recommandation des fruits, c'est à peu près 2-3 fruits par jour. Moi, ça me dérange pas en tant que diététicienne de conseiller de manger 3 bananes par jour. C'est tout à fait possible. Essayez plutôt de bien les répartir sur la journée, peut-être pas les 3 d'un coup, mais par contre, si c'est petit déjeuner, midi et soir, j'en vois pas d'inconvénient. On parle beaucoup de la maturité des fruits. Donc c'est sûr que plus une banane est mûre, plus elle va avoir tendance à faire monter la glycémie. Par contre, si on l'a un peu oubliée, on va peut-être pas la jeter. Donc soit on peut la mettre dans un gâteau, si on veut, ou dans autre chose. Après, c'est sûr que sans partir sur des bananes vertes, des bananes pas trop mûres, c'est quand même un peu plus recommandé. On va s'arrêter là. Merci Christelle pour toutes ces réponses, toutes ces astuces. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Comme je vous le disais, cette intervention est enregistrée. Vous allez recevoir le replay. Vous allez également recevoir un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Notre but, c'est vraiment nous améliorer constamment sur les prochaines conférences.
Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la date de la prochaine conférence qui aura lieu le 11 juin. On vous enverra très rapidement toutes les informations avec notamment la thématique. Mais n'hésitez pas dans le questionnaire de satisfaction, en tout cas, à nous faire remonter des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées. Merci beaucoup Christelle. Je vous dis Virginie. à très bientôt. Tout à fait. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.